Salcone des militantes féministes, des propos privés destinés à 4 personnes selon Brigitte Macron. C'est la fin de cette édition. Bonne journée. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises? Je suis chef d'entreprise et je passe trop de temps sur l'administratif. Heureusement, Banque Populaire propose un service accessible depuis mon espace client pour gérer factures et notes de frais très facilement. Du coup, je commence à anticiper la réforme sur la facturation électronique et je me consacre à ce qui compte vraiment, mes clients. Apporter des solutions innovantes, c'est ça, être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous. Étude Kantar PME PMI 2025. 14 banques populaires, première banque des PME. Voir conditions générales de banque à distance et tarifaires sur banquepopulaire.fr ou dans votre agence. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 16 décembre, ensemble avec vous pour commenter l'actualité dominée par la colère des agriculteurs encore et toujours. Ce matin, Annie Genevard était sur l'antenne de Sud Radio. Vous allez nous dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez été convaincu par ce qu'elle disait? Je vais vous passer un extrait. Elle dit ce n'est pas Paris contre la province. On va en parler évidemment. Les agriculteurs qui bloquent, vous l'avez entendu dans le rappel des titres, qui bloquent des voies de chemin de fer autour de Paris également, autour des grandes capitales, des grandes villes. Beaucoup de mobilisation et je sais que vous êtes nombreux à nous écouter en Occitanie, évidemment, auditeurs de Sud Radio. On va commenter cette actualité avec Mehdi Raïch, analyste politique. Bonjour. David Marguerite, sénateur LR de la Manche. Bonjour à vous. Valérie. Mathieu Bachalone, communicant, président de M2B Conseil. Bonjour. Et nous attendons Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication. On parlera également de cette petite vidéo publiée hier soir sur le Média Brut, petite vidéo dans laquelle Brigitte Macron exprime ses regrets. Est-ce qu'elle a raison de le faire? Est-ce que c'est pas un peu tard? Est-ce qu'au contraire, il fallait cette justification? Là aussi, c'est un sujet qui vous a passionné la semaine dernière. Et puis, la peluche du loup de la pub Intermarché, une contrefaçon, en fait, a été produite en Chine. Et moi, ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est que ce loup, cette peluche, on est incapable de la produire en France aussi rapidement que la Chine. Alors, c'est vrai qu'ils ont un petit peu d'avance sur nous. Néanmoins, il va nous falloir presque un mois, c'est ce qu'a annoncé Intermarché, pour que la peluche puisse être en rayon au mois de janvier. Peut-être on peut juste rapidement commencer par ce sujet. Ça pose cette question très clairement. Moi, ça me choque pas réellement, dans le sens où on sait bien que les conditions de production en Chine sont ce qu'elles sont et que le respect des normes environnementales, sociales et même des droits humains n'est pas quand même leur spécialité. Donc j'aurais été inquiet si une production européenne avait pu le faire dans les mêmes délais. Ça voudrait dire que nous sommes sur les mêmes critères environnementaux, sociaux et droits humains. Alors après ça pose un autre problème en réalité, Valérie, ça pose le problème de faire revenir les chaînes de production en France avec, pour le coup, en respectant tous ces critères-là. Mais par contre, ça nous montre notre dépendance totale sur certains produits de production chinoise. Et ça pose, à mon avis, un autre sujet, qui est un sujet plus sociétal et de valeur, c'est le besoin immédiat d'une société de consommation qui a vu un produit et qui veut la peluche, là c'est une peluche mais c'est pas autre chose, et qui veut ce produit dans la seconde. Voilà. Et a-t-on besoin de ce produit? Alors c'est une superbe peluche, la pub est formidable, mais a-t-on besoin de produire immédiatement cette peluche dans n'importe quelle condition pour avoir ça immédiatement? Je pense que c'est un sujet c'est une vraie question, un questionnement sur l'instantanéité de ce qu'on récupère. Du moment où vous avez des gens qui vous offrent l'instantanéité. Mais à partir c'est ce que je veux dire, on a l'habitude maintenant d'avoir, quand on veut quelque chose, on va sur, je vais pas citer de marque, je vais pas citer de site, mais on va sur certains sites, on clique et quelques heures après dans sa boîte aux lettres on a le produit. Et je pense que du coup ça conditionne un petit peu les gens à avoir tout dans l'immédiateté, et là ça nous ramène à la vraie vie, qui est que pour que l'immédiateté existe, il y a certaines fois une arrière-boutique qui n'est pas toujours très reluisante. Ça c'est le verre à moitié plein. On va écouter ce qu'en dit le patron d'Intermarché. Écoutez. La vérité, c'est qu'on a été pris de court. Donc on va pouvoir en produire une centaine d'ici la fin de l'année, parce qu'on la veut française et européenne. Donc ce sera les petites quantités. Donc cette année, ce sera une centaine seulement.
Oui, parce que en fait, ça suit pas derrière. Et nous, on a fait le choix justement d'être cohérent et de pas importer ça de Chine. Donc, c'est-à-dire que vous l'auriez commandé en Chine, vous l'auriez eu massivement, vous en auriez eu des dizaines de milliers. Ça aurait été beaucoup plus vite. Et puis surtout, il y avait un bilan carbone qui était catastrophique parce qu'on aurait fait venir des avions. Donc, on veut pas ça. Par contre, on va les offrir à des associations pour les enfants, mais on prend surtout l'engagement que l'année prochaine, au pied du sapin en 2026, il y aura bien cette petite peluche made in France. Donc, c'est un peu tard. C'était aux 20h de France 2 hier soir. Hein. Alors, David Marguerite. Moi, je partage complètement l'analyse qui a été faite. Alors d'abord, je trouve que la publicité est très réussie, que la créativité d'Intermarché... c'est une agence de Montpellier. Ils sont plutôt bons sur leur pub de façon générale. Après... Le discours du patron d'Intermarché montre bien l'impuissance qui est la nôtre aujourd'hui. Je partage aussi d'ailleurs le côté il faut avoir tout de suite. Ce qui est plutôt surprenant. En voyant la publicité, je ne pensais pas qu'un produit dérivé immédiatement allait émerger. Moi, je pense que ça pose quand même la question de la réindustrialisation de notre pays et du décalage énorme entre les discours et les actes. On a entendu des grands discours macronistes sur la nécessité de réindustrialiser. C'était un peu et on partage, je pense, cet objectif. Maintenant, l'écart entre le discours et les actes, il est extrêmement important. Moi, je peux vous citer des exemples très concrets. On discute en ce moment du projet de loi de finances. Le gouvernement n'a rien trouvé de mieux à faire que de baisser de 25% la compensation pour les territoires industriels. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne veux pas être trop technique pour vos auditeurs, mais ça veut dire qu'aujourd'hui les collectivités territoriales ont été mises à contribution pour réindustrialiser des territoires dans notre pays. On a baissé les impôts de production, peut-être qu'il fallait le faire d'ailleurs pour relancer l'industrie dans notre pays. Ces territoires ont investi massivement. Ils ont investi pour les services publics, pour l'attractivité, pour pouvoir proposer des équipements aux nouveaux salariés de ces industries. Et dans le projet de loi de finances, décalage considérable entre les discours et les actes, je le disais, puisqu'on va baisser à ces collectivités les compensations qui étaient prévues de 25%. C'est-à-dire aujourd'hui qu'on a un discours qui consiste à dire réindustrialisons le pays, faisons en sorte que nos territoires s'engagent dans cette dynamique qui est largement partagée au-delà des clivages politiques, et puis au bout du compte, on ne vous compensera plus ce qui vous était promis, c'est-à-dire un coup d'arrêt finalement à l'objectif de réindustrialisation. Il y a une contradiction complète, et je trouve que l'impuissance que l'on sent dans le discours du patron d'Intermarché, elle est finalement aussi la conséquence de décisions politiques qui ne sont pas assumées, qui ne vont pas jusqu'au bout de ce qu'elles promettaient. Dites-nous, 0826 300 300, est-ce que vous êtes prêt à acheter une peluche made in China et à quel prix ? Parce qu'il y a aussi la question du prix. Et puis c'est vrai que quand vous allez à Disney ou dans d'autres parcs d'attractions, les peluches, elles ne sont pas forcément made in France, hein, ça pose Made in Reich. C'est très rarement du made in France, c'est plutôt du made in Taïwan ou du made in China. Donc, non, généralement... Donc est-ce que là, il y a des pudeurs de gazelle, finalement ? Il y a un peu de pudeur de gazelle, ça montre bien aussi, mais tout ce qui a été dit sur le tissu industriel français qui a été complètement abandonné. On a difficilement des industries aujourd'hui en France, c'est très compliqué. On pense surtout au textile qui a été laminé, donc on parle aussi de ce type de sujet. Donc c'est plus un sujet économique profond sur qu'est-ce que la France aujourd'hui, comment elle se voit, sa souveraineté industrielle, sa capacité véritable à être une industrie de pointe, ou même, on parlait de société de consommation, comment on est capable de produire dans l'immédiateté. Aujourd'hui, la France en est incapable. On se pense encore, et moi j'ai grandi dans cet environnement de dire qu'on est la 5e puissance mondiale. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et on voit bien sur le terme industriel. Donc il y a tout ce décalage entre la réalité de ce qu'est la France économique, de son tissu entrepreneurial, et de comment nous on se voit. Et quand un chef d'entreprise, donc le patron d'Intermarché le dit, ça choque. Donc là, on arrive au moment des fêtes. Donc c'est une peluche. On se dit que c'est rien, une petite peluche finalement. Mais une petite peluche, aujourd'hui, on n'est pas capable de la créer en grand nombre. Donc ça montre bien qu'il y a un énorme manque, il y a un énorme besoin ici. Pardon. Donc ça montre tous ces défauts-là. Après, c'est vrai que la pub a fait le tour du monde. Ils ont été dépassés, je pense. 1 milliard de vues. La pub est incroyable. La pub est vraiment incroyable. C'est The Pub de l'année. Oui, alors juste un petit bémol. J'ai entendu le chef Yves Cannebord qui disait ok, on fait du feel good, etc. Maintenant, pourquoi Intermarché vend des tomates qui viennent d'Espagne, ils vendent, enfin voilà, le sourcing. On va retomber sur le sujet de l'agriculture. Voilà,
Oui, on découvre pas que la publicité n'est pas forcément la réalité. Absolument. Non, mais puis il y a tous des débats ridicules sur les loups ne sont pas végétariens. Enfin, je veux dire, c'est un film d'animation très réussi qui effectivement est très bon. Vous qui êtes communicant, qui est très bon pour l'image d'Intermarché. Mais c'est vrai qu'on peut entendre. Ils font toujours des très belles pubs Intermarché. C'est pas leur première. Ils ont une tradition de très belles pubs. Alors Jean-Christophe Gallien vient de nous rejoindre. Nous étions sur le sujet. On a démarré là-dessus. Je voulais commencer avec les agriculteurs. Et puis voilà, j'ai été emporté par cette peluche. Mais c'est une belle image. Mais c'est vrai que c'est un classique aux États-Unis, ces films de fin d'année, spécifiquement publicitaires pour la fin de l'année. C'est-à-dire, on attend ça comme un espèce de rituel. Et là, c'est une première, parce que là, pour le coup, c'est un peu ce que font d'autres marques, on va pas les citer à l'antenne, mais qui sont classiques et qui font des hits mondiaux à chaque fois ou quasiment, parce que ça part des États-Unis. Là, pour le coup, ok, l'affaire de la peluche, mais moi, je me réjouis d'abord qu'un studio montpelliérain, bon, vous l'avez certainement dit, soit le créateur, sans en plus c'est écrit et certifié intervention d'une intelligence artificielle, ce qui est aujourd'hui rare dans l'animation. Et donc on a la perspective de quelque chose qui est un vrai talent français aussi. Alors bien sûr, oui, on n'est plus 5e puissance mondiale, mais en réalité, on est capable aujourd'hui de fabriquer, parce qu'une entreprise a fait confiance à un studio pour une opération qui est un peu atypique. Je vous le redis, ces films de fin d'année, ils sont rares en France, voire ils n'ont jamais existé en tant que tel à la fin de l'année en termes publicitaires. Donc c'est un investissement assez lourd, dans une industrie qui, elle, est plutôt en bonne forme, celle de l'animation en France, disons-le de manière très positive. Alors évidemment, l'industrie du textile, c'est vrai que ou celle de la fabrication de jouets, il y a quelques fabricants de jouets qui résistent sur des objets bien particuliers, dans l'Est de la France, par exemple. On n'est pas les seuls, je veux dire, le textile, bien sûr. Par exemple, je ne sais pas si on peut en trouver. Alors évidemment, vous avez de l'italien, vous avez de l'espagnol, vous avez des groupes qui résistent, qui sont devenus, mais en France, nous, on a plutôt perdu le fil. Et cette année en particulier, les entreprises de distribution qui pourtant fabriquaient la plupart du temps en Chine et dans d'autres pays asiatiques, ou voire d'Europe centrale, ont baissé le pavillon. Alors moi, je retiens surtout la belle histoire de ces studios d'animation et la confiance faite par un groupe de distribution dans cette industrie française. Alors évidemment, ne pas prévoir qu'on va être dépassé par le succès, c'est compliqué. Oui, voilà. Compliqué. On va parler donc de la colère des agriculteurs, la mobilisation est toujours présente. Est-ce que vous avez entendu ce que disait la ministre ce matin? Elle lâche un peu de lest, mais en même temps, elle maintient le fait qu'il faut abattre les troupeaux. On y revient avec vous, 0826 300 300. Puis surtout, la colère peut-elle s'étendre? Elle est en train de s'étendre, puisque on voit que certaines grandes villes sont bloquées. À Paris, c'est la N12 qui est bloquée. On commence à voir les effets. On a entendu tout à l'heure également que certaines voies de train étaient également bloquées. 0826 300 300. On vous attend. À tout de suite. Sud Radio, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio avec Jean-Christophe Gallien, politologue, conseiller en communication, Mehdi Raïch, analyste politique, David Marguerite, sénateur LR de la Manche, et Mathieu Bachelon, communicant, président de M2B Conseil. La colère des agriculteurs ne faiblit pas. La ministre ce matin était sur Sud Radio pour répondre, pour tenter d'expliquer les décisions du gouvernement. Alors écoutez dans un premier temps ce que disait Lionel Candelon de la coordination rurale à la sortie de la réunion hier soir à Toulouse avec Annie Genevard. Moi j'ai pris 1 millier de grenades en Ariège. Il est hors de question que j'annonce à ma compagne qu'on abattra tout son troupeau pour une bête malade. Hors de question. Ça, si elle ne veut pas l'entendre, on arrachera des routes, on fera sauter des ponts, c'est pas un problème. Et s'il faut en arriver plus loin avec les gendarmes mobiles, tant pis. Si elle nous y pousse, on les fera. Mais aujourd'hui, il faut qu'elle comprenne que la détresse agricole et la colère agricole, elle les a mises jeudi dernier. Aujourd'hui, on ne discute plus. Elle a qu'à appliquer la suspension des abattages. C'est le seul moyen qu'elle a de sortir la tête haute de ça. C'est tout. Alors, la réponse d'Annie Genevard ce matin, elle était au micro de Jean-François Aquili. Il n'y a pas Paris, les scientifiques qui décident et le terrain, l'Occitanie qui obéit. Là, maintenant, je veux qu'ils se mettent autour de la table sans les politiques. Voilà, il faut que ce soit des organismes indépendants qui puissent parler à des représentants du monde agricole, des éleveurs, qui puissent dialoguer et qu'ils recherchent ensemble la meilleure façon de se protéger de cette maladie. Moi, mon objectif, mon impératif absolu, c'est qu'on protège le monde de l'élevage
de cette maladie redoutable qui peut décimer les troupeaux à une vitesse fulgurante. Et il faut que ça se fasse très vite. Oui, très vite. On a déjà Phil au téléphone, 0826 300 300. Bonjour Phil, vous nous appelez de Oloron-Sainte-Marie. Vous êtes agriculteur ? Oui, c'est ça. Pardon, bonjour. Ouais. Vous avez écouté la ministre ce matin, donc elle ne veut pas renoncer à l'abattage. Hein. Oui, j'ai bien entendu. Et hier, on était justement à la préfecture, monsieur le préfet et dans la pizza des ETM, des DPP, pardon. Nous, on leur a bien fait entendre que sur le 64, moi je suis de la conf, il y avait mes collègues de LB, on est contre l'abattage. On ne peut pas se permettre de continuer une campagne comme ça. Il faut qu'elle déclasse sur le plan européen la maladie, soit on est classé A. Il faut sortir de ça pour pouvoir travailler, continuer à travailler aussi avec les pays comme l'Espagne et l'Italie pour qu'on puisse expédier toujours là-bas. Mais arrêtez. Alors, elle a parlé que le collègue de la CR, c'était des menaces. Moi, ici, c'est pas des menaces, c'est un constat. Tous les éleveurs sont sous pression. Qu'on ait 5 vaches, 10 vaches ou 100 vaches, ça sera pareil. On a des villages où il y a plus de vaches que d'habitants. Donc, ça va se passer comme en Ariège, certainement. Et c'est pas des menaces, c'est un constat. C'est dramatique. Et on a perdu beaucoup trop de temps sur la vaccination. On aurait dû attaquer il y a plus d'un mois de ça, et c'est pas possible. Oui, mais la vaccination, ça vous empêche, vous l'avez dit, hein, de vendre vos bêtes à l'export. Et puis l'argument des vétérinaires, c'est de dire que cette maladie est extrêmement contagieuse et que l'abattage est la seule solution. Sinon, ce seront tous les troupeaux qui seront contaminés et vous perdrez encore plus de bêtes. Oui, bah alors déjà, comme ça, on peut développer la vente locale. Parce qu'on a le Mercosur qui nous pend au nez comme par hasard derrière. Non, ça aussi, c'est impossible. Et pourquoi pas essayer, là, ils auraient pu le faire en Ariège, faire une ferme test et pour voir comment ça se comporte. On a déjà eu des maladies vectorielles et on va en avoir d'autres certainement. On a eu la MHE, on a eu la fièvre catarrhale. Voilà, moi j'ai des brebis aussi, donc on coup c'est les brebis. On est habitué à avoir des maladies et à travailler avec nos vétérinaires. On est habitué. Est-ce qu'on sait réellement alors là, elle nous parle maintenant de scientifiques, mais elle aurait pas pu travailler un peu avant avec les scientifiques. Non, on peut pas se permettre d'abattre des bêtes comme ça. C'est des années de sélection. Bien sûr, oui. Moi, j'ai des vaches béarnaises très petit effectif. Si on m'emballe le troupeau, où c'est que je vais les trouver, moi, bête? Nous, on est au pied de la montagne, on a le bétail qui est habitué à transhumer. On peut pas se permettre d'aller acheter des vaches après de la plaine pour les mettre en montagne. Et des vaches, il y en a pas à vendre. Mais, question un peu brutale, mais si elles meurent toutes? Si elles sont toutes contaminées? Mais elles ne pourront pas, c'est pas vrai. On a vu, là, il y a un vétérinaire qui a parlé, il y aurait 0,5% du cheptel qui peut attraper, non, 5% du cheptel qui peut attraper ça, et après, vous avez 0,5% qui peut en mourir. On n'en sait rien, ils ne savent pas. Alors bon. Non, après oui, alors, sur les vétérinaires, etc., mais bon. Bon, on entend le coq derrière vous, et en tout cas on entend effectivement, c'est terrible pour vous. C'est important de parler aussi de cette origine des vaches, de ces vaches et de ces bestiaux, ce que ça représente pour vous. Je sais pas qui veut, David Marguerite. Moi, je veux bien dire un mot. Dire à Phil. Bonjour monsieur, d'abord, et bon, je pense qu'ici on partage tous la détresse que vous ressentez, que vous vivez très très concrètement. Moi, je suis dans cette crise. Mon avis, il est d'abord de dire que pour la première fois, ou pour une des premières fois, la crise agricole de 2024, c'était un peu ça aussi, c'est qu'on n'est pas sur une affaire de la rémunération des agriculteurs, ce qui a été plutôt l'habitude jusqu'ici, c'était le juste prix, et de parler de l'agriculteur qui se lève tôt le matin et qui ne peut pas vivre décemment de son travail. Aujourd'hui, je connais bien Annie Genevard, je crois.
pouvoir dire qu'elle fait ce qu'elle peut dans cette situation qui est dramatique. Je ne suis pas scientifique, on n'est pas scientifique ici. On peut difficilement avoir un avis définitif sur ce qu'il convient de faire, là où un consensus scientifique, pour le coup, semble plutôt se dégager sur la nécessité d'abattre les troupeaux pour éviter en effet une contagion et éviter que ce soit tout le cheptel français qui soit aujourd'hui traité. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça ne suffira pas à convaincre monsieur. Je pense aussi qu'il a envie que l'alternative qu'il préconise, savoir plutôt le confinement, il parlait d'une ferme pilote ou d'un exemple, ça puisse être testé, en tout cas que ça puisse être écouté, peut-être entendu si ça peut apparaître comme une solution. J'en suis pas convaincu puisque les autres pays européens ne semblent pas se diriger vers cela et encore une fois un consensus semble se dégager sur la bonne solution. Alors bien sûr il y a la question des indemnisations, mais ça ne suffit pas non plus à prendre en compte la réalité émotionnelle que vivent les agriculteurs. Moi ce que je voudrais dire aujourd'hui c'est qu'il n'y a aucune profession dans notre pays, aucune profession qui n'a été soumise depuis des décennies à une pression à la modernisation qui voit empiler les normes, la bureaucratie, parce que c'est ça le sujet, ça va bien au-delà aujourd'hui du problème de la maladie et de la contagion. C'est la bureaucratie que les agriculteurs ont l'impression de vivre. On leur a demandé de se moderniser, on leur a demandé des efforts et ils ont le sentiment que ça n'ira jamais assez. Ils ont parfois aussi le sentiment légitime qu'on a privilégié un modèle sur les autres. Je parlais du bio, c'est pas ce qu'on fait dans nos collectivités. D'ailleurs, on soutient toutes les formes d'agriculture. Et moi, je voudrais dire à monsieur que la moindre des choses, c'est de pouvoir comprendre ce qu'il dit, de l'entendre et peut-être de relier le drame que nous vivons, que vivent les agriculteurs aujourd'hui, à un contexte plus global qui est celui de la crise des normes et qu'on l'a vu l'année dernière au moment de la crise. Moi, je voudrais juste citer un exemple, je termine par là. Quand la réponse du gouvernement au message à la colère des agriculteurs a été de dire, par exemple, on va créer un nouvel observatoire sur les haies dans notre pays, on se dit, on est chez les fous d'une certaine manière. Comment on peut se dire que la profession qui nous nourrit, qui fait la fierté de nos territoires et de notre pays, peut être considérée de cette manière, avec un message fort sur les normes et l'empilement des normes comme réponse. Et je crois que c'est aussi cela aujourd'hui le message des agriculteurs, au-delà du drame qu'ils vivent ponctuellement et qui est un véritable drame sur lequel évidemment on compatit tous. Jean-Christophe Gallien. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'effectivement il y a deux aspects, il y a un aspect très concret et très direct sur l'élevage. Je pense que oui, on peut être indemnisé, oui, derrière il peut y avoir des effets assurantiels, une solidarité, mais ce monsieur le dit très bien, il ne trouvera pas d'animaux. Oui, c'est ça. Il ne trouvera pas d'animaux au point où il en était arrivé. C'est-à-dire que c'est un travail de longue haleine sur la filière, des espèces qui sont sinon toutes les mêmes. Et là, en l'occurrence, en France, la force, c'est, on revient à notre capacité, encore une fois, peut-être plus 5e puissance mondiale, mais on a une capacité de diversité de filières qui est assez impressionnante, notamment sur la protéine animale et donc sur les vaches. En tout cas, les animaux, les bovins. Et donc, je crois, et sur les autres d'ailleurs aussi. Après, il y a un deuxième point qui est plus large et qui est intéressant de mon point de vue parce que ou alors, c'est vrai que les clairs, il y a 20 ans, la fièvre afteuse, on abattait et tout le monde demandait plus d'abattage et tout le monde était d'accord. Aujourd'hui, l'Internet, les réseaux sociaux, quelque chose qui est à la fois très positif, l'idée qu'on peut contester une figure verticale, scientifique, dont par ailleurs, quand on aborde le monde de la pharma et parfois même d'autorités publiques liées à la pharma, on peut lui contester une vérité absolue sur ce qu'elle déclare. Et donc ça c'est intéressant, l'idée qu'on n'a pas raison parce qu'on émet depuis un point, si vous voulez, d'un ancien clerc. Ça me paraît être intéressant. Et le fait de pouvoir contester est déjà quelque chose qui est intéressant de mon point de vue en termes démocratiques. Après, il y a la version extérieure complotiste de cette affaire-là. C'est-à-dire qu'en gros, pour le coup, on ouvre aussi la voie à d'autres manipulations qui sont évidemment reliées. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la bonne formule, c'est-à-dire contester l'idée qu'on n'a pas forcément raison parce que voilà, l'autorité publique associée à l'autorité sanitaire dit c'est comme ça, peut-être que c'est pas vrai. Et ça, il y a des exemples qui montrent que c'était pas vrai. En l'occurrence, on ne sait pas. Et puis après, ça ouvre la voie à cette permanence, si vous voulez, de la manipulation. Donc oui, c'est intéressant et ça se relie à ça. C'est le secteur agricole là, mais vous l'avez dans le vaccin, vous l'avez dans plein de secteurs aussi sanitaires. Dès que l'autorité publique, et ça c'est aussi la conséquence terrible d'une gestion 2020 publique, politique et sanitaire qui était un peu déficitaire. On va se retrouver dans un instant. On aura Cédric qui est agriculteur en ligne et puis vous pourrez évidemment réagir à ce qui vient d'être dit, mais pour le moment nous allons jouer, vous allez jouer avec nous, vous allez jouer avec Sud Radio. Envoyez sapin par SMS au 7 20 18. Alors un bon d'achat
de 200 € pour le site Le Vent à la française. Ce sont des bracelets intégralement fabriqués en France. Là, ils ont eu le temps de les faire. Ils s'y sont pris à l'avance. Cocorico. Et il y a une très jolie rose des vents. Donc, vous envoyez sapin par SMS au 7 20 18. On vous donnera le nom du gagnant ou de la gagnante en fin d'émission. Et puis, nous continuons de parler, de débattre, de commenter cette crise de la dermatose, les propos de la ministre qui veut un dialogue scientifique avec les éleveurs. On y revient dans un instant avec vous, 0826 300 300. Appelez-nous pour nous dire dans quel état d'esprit vous êtes, si vous êtes déterminé, si vous voulez monter sur la capitale pour affirmer, pour dénoncer ce qui est en train de se passer. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous sur Sud Radio. Au moins 5 autoroutes bloquées par des agriculteurs, des trains à l'arrêt. La mobilisation semble se durcir. Cédric, vous nous appelez de Béziers. Alors, vous n'êtes pas agriculteur, mais vous les soutenez. Racontez-nous un petit peu ce que vous pensez de ce qui est en train de se passer. Bonjour à vous tous. Oui, effectivement, je suis pas agriculteur, mais je suis en train de pousser à ma façon une sonnette d'alarme, de tirer une sonnette d'alarme, parce que quand on se rend compte qu'en fait on a une ministre de l'agriculture qui n'a jamais fait d'agriculture et qui n'a jamais été au-delà de professeur de français et de latin. Elle fait des. Je vous arrête juste une seconde pour dire les choses. Les meilleurs ministres de la Santé n'étaient pas forcément médecins et ils sont entourés de spécialistes et voilà. On a ce problème-là dans notre gouvernement, c'est qu'en fait, à chaque fois, on a des personnes qui n'ont jamais été ce qu'ils sont aujourd'hui et qui ne peuvent pas répondre aux agriculteurs, sauf dire on va essayer de faire. Donc là, elle a fait la pleurnicheuse ce matin au micro de Sud Radio, alors qu'elle n'a pas répondu aux agriculteurs. Moi, je dis, et je persiste dans ce que je vais dire, c'est qu'ils sont en train de tuer l'agriculture comme ils ont tué la pêche, comme ils sont en train de tuer le transport routier, comme ils sont en train de tuer l'industrie, parce qu'ils veulent une Europe et ils veulent tuer ça. Moi, j'ai vu de mes yeux en ce moment, dans tous nos magasins, on se retrouve avec la pénurie d'œufs, alors qu'on n'a jamais eu de pénurie d'œufs. Et par contre, suite à cette pénurie d'œufs, il faut rentrer des œufs ukrainiens à tire-larigot. Je suis dans le transport, je vois des centaines par mois de transporteurs ukrainiens qui rentrent en France avec des gros œufs marqués UA dessus. Et ça me fend le cœur. Là, ce qu'elle aurait dû dire, Madame Genevard, c'était on stoppe immédiatement l'abattage, parce que ce qu'on fait pour les animaux, on l'a pas fait pour la Covid. On est bien d'accord? Pourquoi dans ces cas-là on n'allait pas abattre les êtres humains? Pourquoi on abat on a fait le confinement complet? Non, mais on abat un cheptel complet pour une bête, deux bêtes. Non, on les met en quarantaine, on les soigne. Si elles peuvent pas être soignées, on les abat. Mais on peut pas abattre un cheptel complet. Mais vous imaginez dans quelle vie on vit aujourd'hui? On est obligé de tuer un cheptel complet. Mais moi, je l'ai écouté ce matin. Elle m'a fait rigoler. C'est vrai qu'elle a fait de l'art. Elle a fait des études dans l'art. Elle est super forte. Elle a fait un cinéma, mais formidable. Je vois moins les agriculteurs aujourd'hui en colère. Mais bien sûr, ça va péter. Mais bien sûr que ça va péter. Pourquoi? Parce qu'on les prend pour des idiots. Mais on les prend pour des idiots depuis 2023, où M. Macron s'est caché au ministre pendant le salon de l'agriculture, parce qu'il a eu peur des agriculteurs. Mais depuis 2023, effectivement, ils les prennent pour des idiots. Et à un moment donné, effectivement, là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Va falloir, à un moment donné, se poser les bonnes questions et dire stop à l'industrialisation, à l'européanisation de notre agriculture. J'entendais votre invité, LR, qui dit c'est vrai qu'on a une agriculture qui est très belle, qui est ceci, qui est cela. Ouais, mais elle est très belle, mais elle est tuée par les gens, les députés, et puis tous les gens qui sont au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Et après, on nous sort derrière les micros. Oui, ils sont bien, ils sont ci, ils sont ci, ils sont là. Mais ils sont en train de tous les tuer les uns après les autres. Et ils n'en ont rien à faire. Alors derrière
derrière un micro, on se bat en disant oui, mais on va essayer de faire ci, on va essayer. Non, c'est déjà acté. C'est déjà acté depuis des années. Et moi, ça me fend le cœur parce qu'aujourd'hui, on mange, excusez-moi, de la merde. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a plus d'agriculture, on n'a plus rien. On a des supermarchés qui vendent du poulet, alors avec un logo français, mais quelque part derrière, c'est pas français parce qu'il y a marqué transformé en France. Ouais. Donc cette nourriture-là, elle n'est pas française, elle est transformée en France. Et une dernière petite chose. Pour revenir sur les peluches, on rigole avec les peluches d'Intermarché, mais les peluches de Paris 2024, elles étaient toutes de Chine et ça a dérangé personne. Oui. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison sur ce point. C'est ce que je disais quand je disais on achète quand même pas mal de peluches qui ne sont pas faites en France. Merci Cédric. Mathieu Bachelon, vous voulez réagir ? Oui, je voulais réagir parce qu'on sent bien en fait que ce qui se passe depuis quelques jours est la conséquence c'est la goutte d'eau. Oui, de plein de choses. C'est ce que disait Cédric. C'est une colère énorme avec, on ne va pas revenir, mais on l'a déjà dit, on soutient évidemment le monde agricole avec des gens qui comptent pas leurs heures, qui ont des conditions de travail et de vie extrêmement précaires pour certains. On sait qu'il y a malheureusement beaucoup d'agriculteurs et d'exploitants qui même se suicident tellement leurs conditions de vie sont atroces. Et donc en réalité, cette colère, elle est aussi la conséquence d'un mythe. Vous savez, il y avait Roland Barthes qui parlait des mythologies françaises. Moi, j'ai l'impression qu'on est en pleine mythologie française. On en parlait tout à l'heure sur l'industrie. C'est pareil, la France agricole. Donc on est resté bloqué sur une carte postale qui est la France rurale. L'agriculture française va très bien, c'est formidable. Alors il faut qu'on fasse du bio, mais il faut en même temps que ce soit pas très cher. Il faut en même temps qu'on ait des petites fermes, on imagine. Voilà. Et en réalité, on le voit. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est des agriculteurs qui n'arrivent pas à se payer, qui sont étranglés par les normes, par la paperasse et par les normes européennes, qui doivent faire face à de la concurrence, la fameuse concurrence libre et non faussée, et qui, on l'a dit aussi, le Mercosur, cet accord de la honte, arrive pour essayer de les mettre à genoux définitivement. Donc je pense que c'est vraiment... il y a effectivement ce problème sanitaire, mais qui n'est qu'une goutte d'eau supplémentaire dans un monde agricole qui est exsangue et qui est victime d'une mythologie française, qui est celle de l'âge d'or, comme sur l'industrie. On est persuadé que l'agriculture française, c'est un fleuron, c'est formidable. Oui, il y a des agriculteurs formidables qui peuvent faire des choses, mais encore faut-il qu'il y ait des politiques qui puissent les soutenir derrière. Mehdi ? Vous avez entendu ce que disait Cédric, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'abattage qui est aujourd'hui... Alors sur le cas de l'Ariège, quand la ministre a parlé vendredi, elle a bien signalé qu'il y avait en fait potentiellement d'autres vaches qui étaient contaminées. C'est que comme les bovins sont des énormes animaux, lorsqu'on fait un prélèvement sur une vache, on n'a pas forcément tout de suite la détection de la maladie. Pire que ça, la maladie, elle est asymptomatique. Donc on peut avoir des vaches qui sont malades, mais qu'on ne détecte pas tout de suite. Donc ça complique encore plus les choses. Donc là, il faut parler effectivement de consensus scientifique, il faut se baser sur ce que disent les vétérinaires. Oui, mais il y a ce que disait Jean-Christophe, il y a de la défiance aujourd'hui. Il ne vous a pas échappé que les vétérinaires sont menacés de mort. Il y a une autre dimension. Il y a une autre dimension qui est pour moi la base de toute cette méfiance, c'est que on est vraiment dans du passionnel, du cognitif, et je crois qu'on n'imagine pas à quel point ça peut être douloureux pour un agriculteur de voir partir ses vaches. Je crois qu'on ne l'imagine pas à quel point. Bien sûr, on entend cette détresse. En fait, quand on voit les images de l'Ariège, on voit, et c'est l'impression que ça donne, et là on peut parler ensuite de complotisme, de tout ce qui a été relayé sur les médias, et de la manière dont certains médias ont traité l'information, c'est qu'on voit finalement un État qu'on peut requalifier un peu de central avec la gendarmerie, qui va forcer une paysannerie, qui va forcer des paysans finalement pour abattre leurs vaches. Et il y a un sentiment d'incompréhension respectif. Donc on a l'impression d'une situation avec un État qui gère de manière froide, clinique, presque déshumaine, avec des agriculteurs. Et là, on pense à tout l'imaginaire qu'on peut avoir sur qu'est-ce que l'agriculteur aujourd'hui, qui doit être à la fois un saint biologique, qui doit être en même temps un travailleur pauvre, qui doit être un chef d'entreprise, qui doit rationaliser ses coûts. Et toutes ces dimensions-là sont en train de s'entrechoquer. Donc il y a un élément qui est cognitif, qui est important dans le débat public. Et il est peut-être pas assez pris en compte, peut-être du coup par la ministre à ce niveau-là, c'est que même si elle le dit, on voit que toutes les erreurs, toutes les crises agricoles qui ont été menées jusque-là, eh bien, il y a toujours eu ce sentiment de « nous ne sommes pas entendus ».
Pire que ça, le monde agricole, il est divisé. On parle de la coordination rurale, on parle de la FNSEA. Le territoire français a différentes agricultures. On sait que l'Ariège, c'est compliqué en ce moment. On sait qu'il y a eu déjà des cas de DNC dans l'Est de la France, mais ça n'a pas mené au même résultat. On parle de vaccination. Donc il y a à la fois ces discours qui s'entrechoquent, il y a des réalités différentes pour les acteurs. Et au final, personne n'arrive à se comprendre, personne même j'ai envie de dire, ne parle le même langage. Et politiquement, c'est un énorme flou aujourd'hui. Donc même si la ministre doit aller dans le... Je pense que pour moi, elle dit plutôt les choses correctement. Je pense qu'elle n'est pas comprise par le monde agricole parce qu'aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas être entendu parce que les crises successives ont amené une incompréhension et une défiance totale envers le pouvoir. Bien sûr. Vous vouliez dire un mot merci encore, Valérie, je voulais David répondre Marguerite. juste à votre auditeur qui m'interpellait. Premier point, je ne crois pas que avoir un expert à la tête d'un ministère soit la garantie d'une bonne gestion. Si un agriculteur était nécessairement un bon ministre de l'Agriculture, je pense que ça se saurait, et je pense qu'au contraire, on a plus une capacité de pilotage de son administration quand on n'est pas expert et d'un courant plutôt qu'un autre. Deuxième chose, je voulais lui dire que mon message, il est très clair, et je rejoins tout à fait ce que les interlocuteurs ont dit. C'est-à-dire que aujourd'hui, la crise que nous vivons, elle va bien au-delà de l'affaire de la maladie. Elle est l'affaire d'abord de la norme, des normes et de la bureaucratie. Et ce que je voulais vous dire, monsieur qui nous écoutez, c'est Cédric, moi j'ai voté la loi du plomb au Sénat, précisément parce qu'on en a assez aujourd'hui qu'on impose aux agriculteurs français des contraintes qu'on n'impose pas aux produits qui viennent de l'étranger, et c'est précisément ça l'affaire du Mercosur aujourd'hui. C'est exactement ce qui est en train de se passer, ça tombe au pire moment, cette affaire, c'est d'ouvrir à tous les vents de la mondialisation des produits qui ne sont soumis à aucune de nos contraintes, et qui vont pouvoir envahir le marché français de la viande, du soja, du sucre, et ça c'est le sujet qui sera d'ailleurs traité cet après-midi au Sénat avec une résolution pour dire, à minima, reportons ce vote. Enfin, je voudrais lui dire que je suis élu local aussi, je suis conseiller régional dans une région, la Normandie, pour qui l'élevage, l'agriculture dans son ensemble est essentiel. Ce que nous faisons là-bas, c'est de soutenir tous les agriculteurs, quel que soit leur mode de production. On n'a pas voulu faire d'idéologie en disant tout pour le bio. On a voulu, en aidant plus de la moitié de nos agriculteurs, il y en a près de 30 000 dans la région, soutenir la modernisation des exploitations, soutenir le renouvellement des générations, qui est un des sujets de la crise agricole. Comment on fait pour renouveler les générations? Comment on fait pour former, aider à l'installation avec des méthodes qui ne soient pas celles d'une idéologie, mais qui accompagne les agriculteurs au quotidien dans le travail que nous respectons tous ici. On va se retrouver dans un instant, on va parler du tout électrique. Tiens, c'était pas une bonne idée, nous dit Bruxelles finalement. On va en parler avec vous, David Marguerite, dans un instant. Et puis, on va revenir également sur peut-être l'intervention de Brigitte Macron hier, cette petite vidéo où elle dit regretter, mais elle ne s'excuse pas. Je trouve qu'il y a une nuance sémantique importante. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Quelques mots sur la vidéo publiée hier soir sur le média brut, média en ligne. Décidément, les médias alternatifs ont la cote. On voit que Nicolas Sarkozy a accordé une interview à Légende, interview assez... c'est du Publiradac. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de contradictions. Non, il n'y avait pas beaucoup de contradictions. Après, il y a d'autres plateaux, il n'y a pas beaucoup de contradictions sur certains politiques non plus. Allez, on n'ira pas plus loin. Brigitte Macron hier, donc, s'est justifiée. Enfin, elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas dit le mot « je m'excuse ». Elle m'a dit « je suis désolée ». Donc, elle a dit « écoutez, on a un extrait ». Je ne peux pas regretter de parler. C'est pas l'épouse du président de la République, je le répète, c'est Brigitte. Je ne suis pas tout le temps l'épouse du président de la République. J'ai aussi une vie privée. Et ce moment était un moment privé. Je suis désolée si j'ai blessé des femmes victimes. Ce sont elles et à elles seules que je pense. Certainement. Et je ne supporte pas également qu'on interrompt un spectacle. Ça veut dire quoi, cette censure qu'on exerce sur les artistes? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Nous ne sommes pas des juges. Voilà, donc elle dit « Je suis désolée si j'ai blessé les femmes victimes, je ne retire pas mes paroles sur les salcones, puisque c'est ce mot qui a choqué en disant que oui, celles qui interrompent des spectacles sont des salcones. Ça revient à dire ça. Donc là, c'est peut-être le communicant vers qui je vais me tourner, Mathieu Batchelor. Oui, moi, je voulais... Ce qui me... Bon, c'était... On l'a sûrement... moi, je voulais réagir surtout déjà... On avait déjà dit avant. Bon, c'est une conversation privée. Voilà. Moi, un truc qui m'a toujours interrogé depuis le début, c'est comment cette vidéo sort, parce qu'il n'y a quand même pas 50 personnes non plus autour, donc c'est a priori elle est dans un cadre où elle pense qu'elle est dans un cadre privé.
Or, c'est pas privé, puisque la vidéo sort. Il y a un moment où, quand on est... c'est une agence de presse, c'est une agence de presse, un photographe qui est là, qui fait des photos et qui filme. C'est Brigitte pas, Macron n'est pas née de la dernière pluie, et elle n'est pas responsable politique. Le statut de la première dame en France est ce qu'il est, mais bon, elle devrait quand même, après tant d'années d'expérience, un minimum vigilant, ce genre de choses. Enfin, Jean-Christophe connaît cette situation. On a conseillé des personnes, des personnalités. On leur a toujours dit, et qui étaient des personnes moins connues que Brigitte Macron, toujours dit de faire attention aux caméras, aux micros. Alors c'est difficile, mais c'est pas le sujet là. Enfin, le sujet, c'est cette vidéo de justification, on va dire, parce que pas d'excuses. Elle maintient ce qu'elle dit. Je crois quand même que le sujet, c'est quand même se dire que c'est que. Alors, elle utilise l'argument pour ne pas, évidemment, elle a raison, s'excuser si elle persiste et signe, en gros. Oui. C'est-à-dire, c'est ça, sa communication, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, je persiste et signe, et même j'ajoute à ma charge l'idée qu'elles sont des vraies connes, d'avoir interrompu, que ça c'est voilà, on ne peut pas interrompre des spectacles, tout ça c'est des ridicules, et ainsi de suite. Donc laisser les artistes travailler, une décision de justice, voilà. Donc elle affirme, elle confirme. Maintenant, sur la partie, ce qui m'intéresse, moi, c'est aussi sur ce que vient de dire Mathieu, c'est-à-dire la dimension vie privée. Présidente épouse du président de la République, même pour un quinquennat, on sort un peu, si vous voulez, du contexte, surtout quand on est en permanence en train de jouer avec justement l'exploitation et la mise en lumière de sa vie privée dans un contexte médiatique dont on sait très bien que c'est une manière aussi d'habiller une présidence. Et elle n'est pas la seule à le faire, il y en a eu d'autres avant, ainsi de suite. Donc, dire après, parce que c'est un sonore et pas simplement une image bien léchée qu'on retrouve dans Paris Match ou dans Point de vue Image du Monde, je ne sais où, ou que ma Mimi, je sais pas qui, leur a préparé bien comme il faut le terrain. Exactement. Eh bien, écoutez, là, c'est plus difficile à accepter. Donc, oui, elle n'est pas... à ce moment-là, qu'elle assume totalement l'idée, qu'elle confirme et qu'elle signe, mais qu'elle ne raconte pas une histoire sur la vie privée. Mais c'est pas... Non, elle dit quand même, c'est mon espace privé. Tu veux dire que c'est du en même temps? C'est du en même temps. De mon point de vue, elle joue même avec le concept, c'est-à-dire qu'elle joue même avec le concept et qu'elle s'amuse encore à... Donc, elle va encore plus loin. Est-ce qu'elle aurait dû faire cette vidéo? Non. 0826 300 300. Pas comme ça, vie privée devant les caméras, nous dit Thomas avec un point d'interrogation. Mathieu, Thomas, pardon. Thomas, c'est l'autre Normand. Oui, c'est l'autre Normand. David. Moi, je trouve que c'est pas très clair ce qu'elle dit. Alors, d'abord, le premier point, c'est que on a le droit, quand on est une personnalité publique, d'avoir quand même un moment de relâchement dans un cadre privé. Elle parle à un ami, Harry Habitant. Elle réagit un peu sur le coup de l'émotion du spectacle. Déjà, je trouve que, moi je modère un peu ce que vous avez dit, ça peut m'arriver, moi, dans un moment un peu privé, de dire quelque chose qui peut sortir du cadre, et c'est pas dramatique. Mais par contre, moi, ce qui m'interpelle dans ce qu'elle dit, je n'avais pas entendu, je l'entends avec vous, c'est quand même pas très clair, parce que elle s'excuse auprès des femmes victimes. Mais en réalité, le mot qu'elle a utilisé, c'était pas du tout pour les femmes victimes, c'est pour les féministes enragées qui sont venus dans le spectacle attaquer un artiste qui a été lavé de tout soupçon. Donc honnêtement, moi je comprends pas ce qu'elle dit. Parce que c'est comme ça que ça a été, je mets des guillemets à récupérer, c'est-à-dire il y a eu plein de femmes sur les réseaux qui ont mis je suis une sale conne en soutien à des femmes qui sont des militantes féministes. Elle le dit, elle dit que j'ai pas du tout visé les victimes, j'ai visé. Elle dit elle dit à un moment, elle dit moi je m'excuse auprès des femmes que j'aurais pu blesser, les femmes victimes que j'aurais pu blesser, mais elle a pas blessé des femmes victimes puisqu'elle s'adresse à des féministes quand elle l'utilise, et des féministes enragées en l'occurrence. Enragées, les féministes. Dans le spectacle, mais par principe, moi je vais défendre les féministes. Par principe, elles sont là, sont des militantes. Ce sont des militantes. S'il n'y avait pas eu les féministes, on n'aurait peut-être pas eu le droit de vote, le droit d'avortement. Des féministes qui sont rentrées perturber un spectacle, qui détournent la cause en réalité, qui détournent la cause. On peut être tout à fait féministe. Regardez le soutien qu'elles ont eu. Mais en l'occurrence, on parle d'un artiste qui n'a pas été condamné, qui n'a pas été poursuivi. C'est ça, mais c'est le sujet. Parce que le spectacle il est perturbé par des femmes qui disent Harry Habitant a été soupçonné. Et ben oui, on respecte pas la présomption d'innocence. C'est plus que de la présomption d'innocence. Il a été prononcé et déclaré innocent. Non, il n'a pas été déclaré innocent. Il n'y a pas eu de jugement. Il n'y a pas eu de poursuite. Mais il y a eu un non-lieu. C'est pas la même chose. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de charge suffisante pour déclarer. Mais on ne peut pas dire qu'il est innocent. Il n'y a pas eu de jugement. Justement, il n'a pas été déclaré par la justice comme. Justement, l'argument des féministes, c'est dire qu'il est non-lieu. Enfin, il y a un non-lieu, donc il n'est pas innocent. Il y a un non-lieu, il n'y a pas assez de charge pour prouver sa culpabilité. C'est encore différent. Mais je ne veux pas rentrer dans le débat sur ce sujet. Mais est-ce qu'elle aurait dû faire cette
vidéo? Non, C'est la question. Parce que Déjà une semaine après, là on n'en aurait pas reparlé ce matin. Là elle remet une pièce dans la machine. Elle remet une pièce dans la machine. Sauf si, comme dit Jean-Christophe, c'est à dessein et elle remet une pièce dans la machine. Parce que sinon. Oui, mais justement c'est raté. Il ne faut pas qu'elle le fasse. Est-ce que c'est pour sauver son mari entre guillemets? Quand je dis sauver, c'est-à-dire qu'il va se retrouver. Il va se retrouver à Marseille. On va forcément lui poser la question. Là elle a répondu. Il va pouvoir. Peut-être que ça. Il aura la question. Ça reste raté. Le sujet, c'est que derrière, il y a le spectre des violents, des VSS, des violences sexuelles et sexuelles. Lorsqu'elle insulte ces femmes de Salcone, parce que du coup, ça reste, même si c'est du privé, et là, pour le coup, elle est trop naïve, elle a conscience que c'est la première dame. Faussement naïve. Ah là, donc elle est faussement naïve, mais pour le coup, elle paraît naïve. Dans la séquence, elle paraît naïve, puisqu'elle le dit, on le voit, ça sort tout de suite, c'est de la naïveté. Pour le coup, c'est raté. Mais elle doit pas se justifier de la chose en disant, en fait, j'insulte ces femmes-là de Salcone parce qu'elles ont interrompu un spectacle, et quelque part elle dissocie ça avec la cause. Mais non, justement, pour moi c'est une erreur de com. Là, c'est grave, c'est que quelque part, c'est-à-dire qu'elle ne comprend pas le sujet des VSS. C'est un peu le sujet finalement qu'elle dit par derrière. Moi j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Moi j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Mais c'est maladroit dans la manière de le faire, c'est maladroit. Il ne faut pas qu'elle le fasse. Mais c'était complet, c'est un exercice difficile. Je suis d'accord avec ce que dit Valérie, mais je suis d'accord avec ce que dit Valérie sur les féministes. Parce qu'on pense qu'on veut du happening, tout ça et tout. Quand on est une première dame, je trouve que le signal qui est envoyé, il est quand même pas terrible. Non, il est quand même pas terrible. On sent qu'il y a un mépris, qu'il y a un pour quel que soit le type d'intervention, quel que soit le courant, la chapelle des féministes et tout. Mais quand même, quand on est une première dame et qu'on est censé en plus, elle le met en avant, elles l'ont mis en avant suffisamment avec Mimi Marchand et tous ses amis, sur la cause des femmes, la défense des enfants, machin et tout. Mais elle dit qu'elle n'a pas vu qu'elle était filmée. Non, mais c'est d'autant plus révélateur de ce qu'elle pense réellement. Mais ça vous est arrivé quand même dans l'intimité de réconforter un copain et de dire mais c'est un abruti. Si on commente sur le fond, c'est ce que vous disiez. Je pense que c'est assez problématique sur la vision qu'elle a du militantisme peut-être en règle générale, mais notamment des féministes. Alors qu'on a besoin de ces femmes, je pense qu'on a besoin de femmes qui fassent ce travail. Absolument. Nous avons notre gagnante, c'est Bernadette de Cahors. Bernadette féministe peut-être. Peut-être. Un bon d'achat, vous avez gagné Bernadette, un bon d'achat de 200 € pour un bracelet du vent, de la marque Le Vent à la française. Vous allez sur le site, vous allez voir ces beaux bracelets intégralement fabriqués à la main en France, orné de l'iconique rose des vents, symbole de voyage, de liberté et d'aventure. J'espère que ça vous fait plaisir, Bernadette, et merci de votre fidélité à Sud Radio. Et juste permettez-moi un petit mot, Mehdi. C'est une faute de français qui m'insupporte. Il a été insulté de... On insulte quelqu'un ou on traite de. Oui, je suis d'accord. Mais ça, c'est un truc qui est très courant. C'est insupportable. Je fais la maîtresse d'école. La maîtresse d'école. On traite quelqu'un de Salcone ou on insulte des féministes. J'espère que ce moment sera dans le best-of de 2020. Vous serez punis. Vous me ferez pour demain sans ligne. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous et on va parler avec vous, entre autres, David Marguerite de la Commission européenne qui finalement décide que en 2035 il n'y aura peut-être pas du tout électrique pour les voitures. Tiens, à tout de suite. Enfin. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord avec Jean-Christophe Gallien, politologue, conseiller en communication, Mehdi Raïch, analyste politique, David Marguerite, sénateur LR de la Manche, et Mathieu Bachelon, communicant et président de M2B Conseil. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, ça tombe bien parce qu'il y avait beaucoup de sujets que j'avais envie de traiter. On va commencer avec vous, David, parce que c'est un sujet important. On l'apprend ce matin, c'est à la une du Figaro. La Commission européenne devrait ralentir sur le 100% voiture électrique. Alors racontez-nous ce qui s'est passé. Enfin, j'ai envie de dire, une décision un peu de bon sens, mais beaucoup de dégâts déjà été faits. Pourquoi ? Parce que c'est une décision, il faut s'en rappeler, qui remonte à peu près à 2019, c'est-à-dire après les élections européennes où il y avait eu une poussée écologiste et la Commission européenne, prise d'un zèle de militantisme écologiste, avait décidé à ce moment de prendre une décision radicale qui était d'interdire à moins de 15 ans les moteurs thermiques, c'est-à-dire à l'horizon 2035. Cette décision radicale, personne ne conteste ici la nécessité de décarboner l'économie, etc. Mais pourquoi elle était radicale ? Parce qu'il n'y avait aucune étude d'impact sur cette décision, ni aucune étude sur le marché et sur les attentes
l'impact réel des consommateurs. Le résultat, c'est que 5 ans après, cette décision, elle a réussi à fragiliser très fortement la filière automobile européenne et les équipementiers en particulier. On parle jusqu'à 20% de destruction d'emplois liés à cette décision et au Covid par ailleurs. Aujourd'hui, la décision qui est prise par la Commission de revenir, d'appuyer sur le frein, alors soit de réduire l'objectif de 100% à 90%, soit de la retarder de 5 ans, est une décision de bon sens, je le dis vraiment, parce que c'est une décision qui a aussi favorisé le marché chinois, bien sûr, qui lui était prêt à la transition. Et qui a appuyé sur l'accélérateur. Et puis moi, je vois surtout dans cette décision le déclin, et ça rejoint un peu les sujets qu'on a abordés tout à l'heure, mais le déclin de l'influence française au sein de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que ce sont les Allemands qui imposent finalement aujourd'hui cette décision et que la France n'est même pas en situation, d'imposer un pourcentage de constructeurs et d'équipementiers européens dans les nouvelles voitures. Donc je me dis quand même que le déclin de l'influence française depuis quelques années, il est ici patent dans cette décision. Je me réjouis de cette décision, mais je m'interroge sur le fait que ce soit pas un peu tard et un peu léger aussi, parce que je pense qu'il faudrait aller plus loin qu'un simple report et s'interroger vraiment sur la pertinence d'une telle mesure pour l'industrie européenne. On a quand même le sentiment que tout ça est fait au doigt mouillé, c'est-à-dire que c'est au fil avec des normes. Oui, et puis au fil aussi du contexte politique. Je vous le disais, c'est 2019, il y a une petite poussée d'écologisme au moment des élections dans différents pays de l'Union européenne. 2024, on voit que la force politique régresse forcément, qu'elle est d'ailleurs ultra minoritaire, mais qu'elle arrive à dicter son agenda. Et moi, je le regrette parce que c'est une décision émotionnelle, militante, quasiment, où le politique disparaît quelque part au profit de la technocratie. Donc je regrette vraiment qu'on ait fragilisé la filière automobile européenne pour cela. Oui, Jean-Christophe. Je partage totalement, mais alors totalement, je pourrais signer maintenant de l'intérieur à Bruxelles. C'est une décision qui tenait beaucoup aux constructeurs européens. Oui. C'est-à-dire que historiquement, les constructeurs français, il en reste un réel et puis un autre qui est associé dans un groupe plus multinationalisé. Renault d'un côté et de l'autre côté Stellantis, ex-PSA. À l'époque, c'était pas le cas, mais il y avait un patron qui était quand même bien connu, Monsieur Tavares. Ça tient aussi à eux, c'est-à-dire que les Allemands, quand ils arrivent, ils sont très prédateurs. Alors là, c'est très vrai en ce moment. L'Allemagne est plus prédatrice que jamais sur l'ensemble des questions européennes, mais pas simplement à Bruxelles, elle l'est sur pratiquement tous les aspects capitalistiques dans ce pays, ce qui reste de notre industrie par exemple. Ça c'est un premier point. Deuxième point, à l'époque, il faut dire très clairement que les Français étaient incapables, l'industrie automobile française, jamais n'est arrivée à la table de négociation, quel que soit le sujet, ensemble. C'est-à-dire qu'ils se tiraient la bourre les uns avec les autres, il en restait deux et malgré tout ils arrivaient à se tirer la bourre, alors que les Allemands arrivaient avec une seule position, que ce soit chez VAG, Mercedes, et ainsi, ils étaient en permanence coalisés. Mais ils n'ont pas vu venir, effectivement, cette décision en croyant, effectivement, et là c'est une erreur stratégique, vraiment stratégique, que leur avantage sur le moteur thermique qui existait, qui était très puissant, la Chine ne savait pas construire de moteur thermique. Et on a donné, non pas un avantage compétitif, on lui a donné la victoire quasi totale aujourd'hui, les performances, la progression exponentielle à travers l'Union européenne, mais pas simplement, parce qu'à partir où vous gagnez le marché européen, vous gagnez pratiquement le marché américain, malgré aujourd'hui les réponses de Donald Trump sur ce sujet-là. Et donc, heureusement qu'on revient, mais c'est déjà presque trop tard. Mais pour l'anecdote, si vous voulez, tellement cette décision était mauvaise, il y a eu un seul amendement contre cette affaire. Vous savez pour qui cet amendement existait ? On l'appelait l'amendement Ferrari au Parlement européen parce que on dérogeait à 2035 pour les moteurs à explosion des très grosses voitures fabriquées principalement en Italie, en Allemagne bien déjà. C'est-à-dire les voitures qui sont à plus de 450, 600, 700 chevaux. Donc des voitures très luxueuses et ainsi de suite. Donc on était déjà dans quelque chose qui était non pas un rétropédalage, mais en disant c'est délirant. Oui, c'est délirant. On a tué quasiment l'industrie automobile européenne et ce qui va avec, c'est-à-dire le moteur thermique, c'était 30 ans d'avance, irrattrapable. À l'époque, le diesel ne polluait presque plus. On nous a là aussi accusés d'être des pollueurs parce qu'on achetait des moteurs diesel alors que pendant les années il fallait acheter ça. Donc c'est une erreur folle que le politique n'a pas su accompagner, mais qu'effectivement, principalement, parce que dans ce cas-là, les acteurs principaux auprès de la Commission au Parlement, surtout auprès de la Commission, sont les constructeurs automobiles, et ben leur grande fédération européenne et mondiale n'avait pas pu lutter contre un lobbying intense, très intense des fabricants chinois et de l'État chinois, en l'occurrence la République populaire de Chine. Oui. Qui veut deux points, Raïch, pour ajouter au tableau parfait qui vient d'être dressé des deux interlocuteurs. Premier point, c'est que
ça va poser la question, et je me pose la question du réel poids de la France dans l'Union européenne. Donc là, c'est une question de son influence politique. Bien sûr, mais ça, on n'est même pas souverain sur notre propre industrie, quelque part, c'est ce que ça veut dire. On pourra se poser la question sur le Mercosur aussi. Hein. Ça rejoint, c'est la même problématique, juste que c'est dans le secteur industriel, mais c'est la même problématique que les agriculteurs. Et deuxième point, c'est mais pourquoi ils n'ont pas fait d'études de marché? C'est-à-dire que l'électrique est très cher. On a la capacité à produire de l'électricité qui est derrière en jeu. En plus. Mais dire que personne n'a pensé à ça, dire qu'on a des politiques qui sont élus, qui sont censés être entourés d'experts, et ne sont pas capables de se dire en fait, il n'y a pas véritablement de marché en Europe. Pire que ça, le pouvoir d'achat des Européens ne permettrait pas d'avoir un marché qui se tient tout seul. Donc ces deux points m'obsèdent. C'est-à-dire que c'est une question de souveraineté de la France, on n'est pas capable d'être influent au niveau européen, et en même temps, le marché européen n'est pas structuré pour le véhicule électrique. Donc c'est incompréhensible depuis 2019 avec le Green Deal jusqu'à maintenant. C'est délirant. Bon, tout a été dit. On va passer à votre coup de gueule, Mathieu. C'est un coup de gueule concernant la Coupe du Monde de football qui va se tenir aux États-Unis dans quelques mois. La billetterie a été ouverte et c'est une douche froide pour les supporters quels qu'ils soient dans le monde, mais surtout en France, puisque les tarifs ont explosé. Et en point de comparaison, sur des Coupes du Monde qui n'étaient pas déjà des Coupes du Monde, on va dire populaires, que ce soit au Qatar, où le prix moyen d'entrée de gamme pour un match était autour de 80 €. Là, on est sur 200-250 € pour un match de premier tour. Voilà. Le calcul a été fait que si, par exemple, alors pour la finale, par exemple, les prix les moins chers sont autour de 3000 $. Voilà. Ce qui reste de place. Le calcul a été fait que si par exemple un supporter de l'équipe de France voulait aller suivre l'équipe et si les Bleus, ce qu'on souhaite, vont en finale, il faudrait qu'ils déboursent autour de 6500-7000 € pour voir tous les matchs en catégorie, en première catégorie. Moins cher. Donc on a encore une fois la FIFA. Qui c'est pas la première fois qu'elle est dans cette tendance-là. Il y a eu déjà le fait que cette Coupe du Monde va avoir énormément d'équipes. Ils ont fait rentrer beaucoup plus d'équipes parce que pas du coup pour l'intérêt sportif, c'est parce que du coup on fait plus de matchs, on fait plus rentrer d'argent et tout. Et puis on se fait rélire. Cette Coupe du Monde va avoir lieu. Alors ils sont en train de discuter pour savoir s'ils pourront mettre une sorte de pause fraîcheur qui pourrait faire des cartons pour qu'on puisse avoir des publicités comme pour que les médias américains puissent vendre mieux le produit. Bon, au milieu de tout ça, il y a quand même des supporters. Vous savez, l'UEFA à l'époque avait essayé de créer, Dieu merci, un projet qui n'a pas vu le jour, qui s'appelait la Super League, qui était un championnat européen fermé, comme une sorte de contre l'UEFA. Voilà, c'était contre l'UEFA. Exactement. L'UEFA a beaucoup de défauts, pour le coup, c'était pas eux. Et il y avait un slogan qui était venu à la base, je crois, des ultra-napolitains, mais qui s'était diffusé dans toute l'Europe, qui était le football inventé par les pauvres, volé par les riches. Et là, on a vraiment cette illustration puissance 1000 avec une Coupe du Monde qui va se jouer dans des stades totalement aseptisés, avec un public qui s'intéresse pas forcément au football, qui va venir pour consommer un produit, pour se voir, et les vrais supporters. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux en Europe, mais pas que. Toute l'Amérique centrale, toute l'Amérique du Sud, puisque là, en fait, la Coupe du Monde est sur Canada, États-Unis, Mexique. Le Mexique, qui est un formidable pays de football, avec une scène de supporters formidable. Tous ces gens seront privés, ne pourront pas voir cette Coupe du Monde. Une inflation de 370% pour le premier match des Bleus, 191 € pour une place en catégorie 3, 535 € pour la catégorie 1, et un supporter qui voudra aller suivre l'équipe de France sur la totalité de la compétition. En catégorie 3, c'est 6500 €, et en première catégorie, 15 000 €. Bon, là, il y a un moment où je pense qu'il faudrait que... Plus le voyage, plus l'hébergement, il y a un vrai sujet, je pense que les fédérations doivent se saisir du sujet, et les États aussi doivent se saisir du sujet, de se rendre compte qu'on ne peut pas laisser la FIFA gérer de manière totalement, uniquement mercantile le football. Et tout à l'heure, nous recevrons Jean-Claude Darmon avec Gilles Gansman, qui a été le grand argentier, absolument. Du football français. Grand doc sur Canal+, à ne pas manquer. On se retrouve dans un instant et on va continuer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va parler d'Emmanuel Macron à Marseille et du narcotrafic, et puis d'un fast-food qui a décidé de réserver une salle au... Pour votre santé, évitez de grignoter. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, Mehdi Raïch, c'est un fast-food qui s'appelle Lyon Seven Times, situé dans la banlieue lyonnaise, comme son nom l'indique, qui a attiré votre attention. Dites-nous pourquoi. Oui, alors le sujet a pas mal défrayé la chronique sur le fait qu'un restaurant, donc halal,
puisse séparer les femmes des hommes. Et ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont ça a été communiqué. Quelque part, et un peu à l'instar de ce qu'a été le voile sur le sujet algérien, c'est que on fait un euphémisme religieux. C'est-à-dire qu'on transforme la séparation des femmes et des hommes, on se sert du vocabulaire féminisme, les safe places, et en fait, derrière ce safe place se cache une norme islamique. Et tout l'enjeu de la discussion est celle-ci, c'est qu'on est quelque part aussi un petit peu en train de se mentir sur ce sujet. Et c'est très drôle, c'est que donc on fait de l'euphémisme religieux, en même temps on est en train d'utiliser un vocabulaire féministe pour cacher des normes religieuses, ce que moi je trouve extrêmement problématique. C'est aussi un lieu donc de discrimination. Ils se présentent eux-mêmes comme un restaurant halal, donc c'est bien que derrière il y a une norme religieuse. Donc tout ça est un énorme mensonge. Et on communique dessus, donc le RN veut absolument l'interdire. Alors là, il faudrait s'intéresser à la jurisprudence ou ce que dit exactement la loi sur le fait qu'on peut avoir un lieu comme un restaurant qui peut être discriminatoire. Mais au fond, ça dit beaucoup de la manière dont, et là c'est un sujet dont j'en parle souvent, sur la manière dont certains prédicateurs, la manière dont certaines personnes, je pense à TikTok, je pense aux réseaux sociaux, la manière dont on veut amener l'islam dans le débat public, et on transforme ça comme un objet cool. Moi, je me souviens de l'Algérie dans les années 90. Le voile était pour la pudeur, c'était pour vous protéger, mesdames, et là, c'est la même chose qui arrive. C'est-à-dire qu'on transforme le safe place, qui était censé être réservé pour les femmes, on retournera sur le sujet du féminisme, en un objet islamique. Et c'est tout l'enjeu de cette conversation aujourd'hui. Donc il ne faut pas se mentir, il faut être honnête sur ce sujet, s'il vous plaît. Ce restaurant, il sait très bien ce qu'il fait. Et en plus, il fait ça comme dessus, c'est l'objet derrière. C'est véritablement la séparation des femmes et des hommes. Et on se cache derrière un vocabulaire féministe, on se cache derrière un vocabulaire purement de communication pour dire, mais attendez, c'est pour leur bien. Mais derrière, c'est effectivement une norme religieuse. Oui, la vidéo, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais la vidéo, il y a vraiment tous les codes qui s'adressent à des ados ou des jeunes, voilà, avec... il n'y a pas un discours religieux du tout assumé. Mais la réalité, c'est que Mehdi a tout à fait raison. Derrière le discours très cool, c'est un resto, on est entre nous, du vocabulaire machin et tout, c'est quand même un projet de société qui est un projet moyenâgeux, qui est un projet de séparatisme absolu, où on ne veut pas que les hommes et les femmes partagent quelque chose qui est à la base même de la civilisation, qui est un repas en commun. Donc voilà, se cachant derrière ce côté faussement cool, il y a un projet d'une... Mais c'est autorisé par la loi, parce que ça peut être considéré comme discriminatoire. On a d'abord un parallèle à faire avec ce qui se passe dans les services publics et je pense aux piscines municipales, parce que le discours est à peu près le même pour dire on protège les femmes. Et c'est vieux d'ailleurs. C'est un vieux débat, en effet. Ça a commencé aujourd'hui. Et on vient de fêter l'anniversaire le 9 décembre de la séparation de l'Église et de l'État. Ce sujet, merci de le porter d'abord. Moi je remercie et je partage complètement le discours. Que permet la loi? Alors elle est très claire sur le service public et sur ce qu'on a le droit de faire. Sur une entreprise privée, c'est plus compliqué. Il y a une jurisprudence Babilou sur les crèches. La crèche, qui est pas... Alors il y a eu plusieurs décisions un peu contradictoires. A priori, on peut intervenir. Il faudrait voir comment la jurisprudence du Conseil constitutionnel évolue, mais moi ce que j'ai envie de dire, c'est jusqu'où on va accepter ça. Et je pense que dans le débat de 2027, la laïcité, notre rapport à la laïcité, devra être interrogé et sera au cœur du débat. Et je souhaite, moi, que ce débat puisse être un débat sur lequel... sans caricature, on puisse avoir des positions qui sont extrêmement fermes, parce que là, on est clairement sur un exemple où les valeurs de la République, je pense qu'on peut les avoir en partage au-delà de nos différences politiques, reculent considérablement sous prétexte d'un discours en effet protecteur et un peu cool, comme vous l'avez dit, Mehdi, parce que je trouve que votre façon de le présenter est une façon très pertinente de le présenter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un renversement de la culpabilité. Si les personnes critiquent ce restaurant, absolument, c'est que vous n'avez pas compris, vous êtes coupable, mais c'est la même culpabilisation sur les mamans voilées. Un renversement de culpabilité, c'est du gaslighting. Mais ce sont des choses, je reviens un petit peu à l'Australie et sur le fait qu'on a laissé faire des choses. Ce que disait le tweet de Femme Azedi, que j'ai cité plusieurs fois hier, c'est qu'on laisse des gens dire que le Hamas est un mouvement de résistance et qu'on laisse des choses se faire. Il y a près de 15 ou 20 ans, une journaliste avec qui je travaillais me racontait que là où elle habitait en Seine-Saint-Denis, il y avait des salons de coiffure avec des rideaux pour qu'on ne voit pas les femmes se faire coiffer. C'était il y a 15-20 ans et on a laissé faire ça. Et là, on laisse faire ça. Vous m'enlevez ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'on ne découvre rien. Et non, mais c'est très bien, parce que on ne découvre rien. C'est ce gain-terrain, parce que c'est du gain-terrain. Et aujourd'hui, à visage découvert, et ce qui nous embête, c'est que ça vient dans des zones de fréquentation
allez, on va dire, non fermé. C'est-à-dire que ce qui s'est passé il y a quelques années, aujourd'hui déborde. Évidemment s'installe, évidemment est relayé politiquement. Ce que vous avez dit est très juste, mais demain, en 2027, comment allez-vous dire en campagne électorale l'enjeu de la laïcité? C'est pas l'enjeu de la laïcité pour toutes les religions, c'est pour une religion. Et cette religion aujourd'hui, elle s'est faite alliée d'une force politique qui vise la finale de l'élection présidentielle. On parle de compétition sportive, là c'est l'équivalent de la Coupe du Monde chez nous. C'est la finale de la Coupe du Monde, c'est l'élection présidentielle. Elle est en position de le faire, contrairement à ce que tous les sondages nous racontent, parce que sa performance sur des cibles bien précises et pas un attrape-tout, qui est le cas du Rassemblement national, qui de l'autre côté est le favori pour l'autre place en finale. Si vous voulez, ces deux machines sont là. L'enjeu aujourd'hui, c'est pour des forces qu'on critique d'ailleurs en ce moment, qui se sont non pas coalisés mais associés sur l'histoire du budget, ce qui est un vrai sujet, autour d'un Premier ministre, on en parlait en off, qui est très malin politiquement de ce point de vue-là et qui trace une route qui, à mon avis, est pas terminée, font face à ces deux bords extrêmes qui s'emparent de ces sujets. Si vous allez sur le terrain de la stigmatisation, certains vont vous le dire, de cet enjeu-là, qui a été très bien présenté pourtant et qui était une vraie bataille, reliée derrière. Peut-être que même le restaurant en question a été financé par de l'argent qui vient de trafic qu'on ne citera pas aujourd'hui, mais qu'on citera un peu plus tout à l'heure. Eh bien, c'est clair que vous avez là quelque chose qui va immédiatement donner de la force à d'autres qui vont dire mais c'est pas possible, vous pouvez pas nous accuser de faire ça, c'est de la stigmatisation, c'est de l'anti-musulman. Et de l'autre côté, vous renforcez aussi une position qui est de dire ah, non, on doit pas transiger, ainsi de suite. Et le discours que vous avez pu avoir au milieu est très compliqué à tenir politiquement. Alors que cet enjeu aujourd'hui, vous avez dit Valérie que ça existait depuis très longtemps, oui, aujourd'hui c'est un gain-terrain qui rentre partout. Oui. Et qui est on parlait de foot tout à l'heure, mais alors pour le coup dans le football, dans tous les aspects sportifs, dans tous les aspects... on le sait, on le dit depuis des années. La mode sensible ou respectable, on n'a pas besoin d'attendre le restaurant machin, mais quand vous avez l'ouverture du clip, excusez-moi... Bien sûr. De chaque Champions League. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, la Champions League, l'audience que ça a chaque semaine, ou presque, dans toute l'Europe. Et vous avez l'ouverture du clip qui ouvre le tunnel publicitaire, ou ferme le tunnel publicitaire et ouvre le moment du match à la mi-temps. Heureusement qu'il n'y a pas de quart-temps, là, encore une fois, en Champions League, parce que ça serait sinon 4 fois. Et bien, vous avez une jeune fille qui est évidemment voilée, ouvre le clip et le termine. Il n'y a aucune raison sur le football en Europe, aujourd'hui, d'avoir cette image-là, même si on parle de liberté, surtout quand on parle de liberté. Et l'idée, c'est que tout le monde peut jouer au football. Voilà, donc la bagarre, oui, j'ai pas peur, mais j'ai un petit peu peur qu'elle soit difficile à mener malheureusement en 2027, alors qu'elle est très importante. Ouais. Alors allez, votre coup de projecteur, coup de gueule, ça concerne. Il y a Emmanuel Macron qui va aller à Marseille pour parler de narcotrafic. Voilà. Et alors, ce qui me chagrine depuis un certain temps et depuis malheureusement l'assassinat de Mehdi Kessassi. Et je sens même que son frère est en difficulté quand on lui pose cette question. C'est oui, d'abord il y a eu une marche blanche qui était nombreuse, mais pas si nombreuse que ça quand on voit les fléaux que représente cet enjeu à Marseille, mais pas seulement à Marseille, on l'a vu cette semaine à Dijon et ailleurs. Ce qui m'a interpellé, c'est que dans une ville où il y a des grandes gueules à la fois des célébrités artistiques, rappeurs, parfois acteurs, parfois autour du monde du football, mais aussi du monde économique, et pas seulement des grandes gueules, mais des personnalités. Je trouve que sur ce sujet qui est pourtant extrêmement transversal, qui mine la société marseillaise de l'intérieur depuis très longtemps, pas simplement depuis ces dernières années, mais là avec une acuité de plus en plus forte, le silence des acteurs puissants que sont ceux de la musique, ceux de l'économique, je ne citerai personne parce que sinon on peut avoir des difficultés et je ne veux pas mettre la radio en difficulté parce que ça peut concerner un autre média, un groupe média pas très lointain, et pour moi assourdissant. C'est-à-dire que je ne comprends pas que des personnalités qui fabriquent une partie de l'opinion, d'une partie de la jeunesse, notamment vous faites référence à Rodolphe Saadé et dans le rap, pas seulement. Et puis d'autres qui sont effectivement des acteurs économiques importants, et puis d'autres qui sont aussi reliés au football et des joueurs de foot, même si à Marseille ça tourne très vite, on le sait, ils n'ont pas le temps de s'installer, donc certainement même pas de comprendre ce que c'est la ville. Voilà, je considère que c'est à la fois un coup de gueule et un coup d'étonnement. Je pense qu'il est nécessaire que ces personnalités prennent la parole, au-delà de leurs menaces, des menaces qui planent parfois sur eux. Il peut y avoir des menaces, et je crois que c'était le moment pourquoi d'ailleurs beaucoup de gens n'allaient pas à cette manifestation, mais c'est un sursaut eux doivent pouvoir incarner, parce que sans cela, tous les efforts qui sont menés dans cette ville et ailleurs ne seront que vains. Et je pense notamment à comment dire, la mise en valeur
de ces actes de barbarie que sont certains de ces acteurs des narcotrafics dans les clips ou dans certaines séries me pose une question là aussi. Merci à tous les quatre. Merci on va beaucoup. parler argent et foot avec Jean-Claude Darmon dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.